j'espère, comme vous l'avez vous-même dit, que cela sous-entend un autre dialogue au sein de cette institution entre les différentes franges qui sont représentées, un dialogue plus respectueux, sachant que nos vrais ennemis ne se trouvent pas à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur, et nous devons être unis pour se battre contre eux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Khalfon, ancien député de la Knesset. Alors, on va, avant de rentrer, on va dans l'actualité, on va dire sécuritaire. Il y a eu hier, je vais le mentionner, il y a eu hier une séance exceptionnelle de la Knesset à l'occasion du 75e anniversaire du Parlement israélien, et on a assisté à un spectacle, Yom Tov, vous allez me dire si vous avez eu le même sentiment, rarissime, c'est-à-dire que les allocutions du président de l'État, du président de la Knesset, du Premier ministre et du chef de l'opposition se sont déroulées sans la moindre intervention, dans un calme, on va dire, recueilli. C'est rarissime. Est-ce que ça veut dire peut-être que quelque part, comme l'ont souhaité certains des intervenants, on va dire les legs, ou en tout cas les demandes, les supplications des soldats qui sont tombés au combat cette semaine, de ces 24 soldats qui sont tombés et qui ont demandé à tout l'État d'Israël d'être unis, de rester unis, et à l'échelon politique de rester unis. Est-ce que quelque part ce message, il est perçu par les hommes politiques aussi ? Écoutez, Daniel, bonjour premièrement, et en tout cas je l'espère. Il est évident que de ce qu'on entend sur le terrain, la population, ce que les gens attendent, c'est qu'on arrête de ce qu'on appelle ce qui était le 6 octobre, c'est-à-dire les tensions internes, le manque de respect mutuel, et aussi bien au sein de la population, mais encore plus au sein du leadership, au sein de la Knesset. Nous avons eu une année 2023 très difficile, avec des tensions sans précédent, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de la Knesset, avec des échanges très durs. Et oui, alors il y avait une certaine solennité, je suis d'accord avec vous, dans cette cérémonie qui est censée être une fête. Vous le savez, le jour de Tou Bishvat, c'est le jour où a été inaugurée la Knesset, et chaque année c'est un jour de fête à la Knesset. Je me souviens en tout cas de la période où moi j'y siégeais, que c'est un jour où tout le monde est très bien habillé, et toute la Knesset est dans une ambiance de fête. Toutes les festivités malheureusement ont été évidemment annulées cette année au vu du nombre de soldats tombés cette semaine et de l'actualité, et c'est plutôt transformé en cérémonie solennelle, où d'ailleurs beaucoup des membres de la Knesset n'ont pas participé, ont préféré se rendre aux enterrements des soldats. Donc la Knesset était paradoxalement presque vide, alors que généralement ce jour inaugural de la Knesset, tout le monde est là et tout le monde y assiste, et donc oui, de la solennité. J'espère, comme vous l'avez vous-même dit, que cela sous-entend un autre dialogue au sein de cette institution entre les différentes franges qui sont représentées, un dialogue plus respectueux, sachant que nos vrais ennemis ne se trouvent pas à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur, et nous devons être unis pour se battre contre eux. Oui, il y a eu d'ailleurs à ce propos en début de semaine une initiative, la signature d'une charte qui s'appelle Bereshit, qui s'est tenue à Be'eri justement, dans le kibbutz martyr de Be'eri, dans laquelle on a vu des gens de tous les horizons signer donc une charte de respect mutuel. C'est-à-dire ça veut dire, et ça c'est important pour un homme politique comme vous, ça veut pas dire qu'on renonce à ses idéaux, à son idéologie, à son approche politique, mais que d'une certaine manière, on essaye de l'exprimer avec respect, on essaye de l'exprimer dans une sorte de cavote de respect mutuel face à nos interlocuteurs qui ne pensent pas obligatoirement de la même manière. Vous pensez que ce type de charte, eh bien, c'est quelque chose qui peut effectivement apaiser le dialogue politique dans la réalité israélienne d'après le 7 octobre ? Oui, tout à fait. Et vous avez raison de le dire. On ne dit pas qu'il faut effacer nos divergences. Nos divergences de point de vue, elles sont là, elles resteront. Il y aura, je crois, toujours en Israël des gens qui pensent différemment, et tant mieux, puisque dans une démocratie, c'est ça l'essence même d'une démocratie, c'est de ne pas penser pareil. Et il y aura toujours, je crois, des gens de gauche, de droite, du centre, des gens qui pensent comme ci, comme ça, des gens plus religieux, des gens moins religieux. Et personne ne parle d'effacer les divergences. La question est comment nous vivons nos divergences, comment nous les présentons. Le fait de s'écouter les uns les autres, il y a un grand problème d'écoute en Israël, à tous les niveaux. Vous savez, je suis souvent sur les plateaux
télé israélien, et je le fais remarquer souvent aux différents présentateurs qu'on ne s'écoute pas quand il y a des panels. Chacun dit ce qu'il a à dire, essaye de faire taire celui qui est en face. C'est celui qui parle le plus fort, celui qui crie le plus fort, et il n'y a pas vraiment de débat. Et ça, je le dis souvent, et je pense que c'est dommage. Et il faut que, oui, à l'intérieur de la société israélienne, on apprenne à s'écouter, à se respecter. Cela ne veut pas dire renoncer à ses points de vue, à ses visions, bien au contraire, mais au moins se respecter. Et ça apaisera, je crois, le débat. Et encore une fois, il faut aussi dire une chose. Malgré toutes nos divergences, en fin de compte, je pense que oui, nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Et surtout lorsqu'on voit comment nos ennemis savent chercher nos points faibles et nous attaquer de manière horrible comme cela a été le cas le 7 octobre, je crois que nous devons nous aussi avoir un petit peu de maturité parfois, et ce qui semblerait être des montagnes parfois sont en réalité que des petites collines qui nous séparent, et donc retrouver, je crois, une certaine unité entre nous, unité qui ne veut pas dire uniformité. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur cette semaine qui a été marquée effectivement par cette tragédie, donc la mort de 21 soldats dans cet accident ou dans cet accrochage douloureux. On a eu le sentiment, et dites-moi si vous partagez cette appréciation, que au début de la semaine, c'était Israël qui était demandeur d'un accord en vue de la libération des otages, sous la pression, on va dire, massive, des familles des otages qui ont durci leur mouvement. Et là, depuis hier, on a l'impression que c'est peut-être le contraire. Le Hamas, au début de la semaine, était exigeant avec des exigences qui étaient inacceptables pour Israël, comme le retrait israélien de la bande de Gaza, l'arrêt total des combats. Là, on a peut-être le sentiment, quelque part, que le Hamas a nuancé ses positions, même s'il est peut-être pas énormément, mais en tout cas, ce que l'on comprend, c'est que il y a une sorte de volonté de la part de l'armée israélienne de durcir ses pressions, en particulier dans la bande de Gaza, dans Khan Younes, pour essayer de resserrer les taux autour de Sinwar, de Mohamed Def, et d'obtenir sur le terrain, on va dire, des concessions que, sur le plan diplomatique, on n'arrive pas à obtenir du Hamas. Je partage votre point de vue. Je pense qu'il y a eu des évolutions sur le terrain. Il y a eu des très durs combats durant les derniers jours à Khan Younes, et Tzahal a annoncé il y a 2 jours que la prise de contrôle en réalité de la ville, puisque la ville est maintenant entourée par Tzahal de toutes parts, alors qu'au début c'était uniquement la partie est qui était sous contrôle de Tzahal. Tzahal s'est battu, a pris donc aussi la partie ouest, et donc a fini d'encercler la ville, ce qui veut dire que Khan Younes, qui est un des bastions du Hamas, et où l'on soupçonne qu'une grande partie des leaders du Hamas, et peut-être même Sinwar, s'y cachent, en tout cas probablement en souterrain. À partir du moment où Tzahal est là et l'étau se resserre sur le Hamas, c'est évident qu'il y aura une plus grande volonté du côté du Hamas à négocier et à libérer des otages. C'est pour ça que, pour revenir un peu sur le débat précédent que nous avons eu, vous et moi, Daniel, moi je ne vois pas de contradiction entre l'offensive militaire de Tzahal à Gaza et la libération des otages. Bien au contraire, je pense que les deux se complètent. Il ne peut y avoir de libération d'otages que s'il y a une pression militaire massive de Tzahal à Gaza. Plus Tzahal avancera dans Gaza, plus Tzahal l'emportera sur le Hamas à Gaza, plus il y aura des chances que nos otages soient libérés. C'est pour remettre dans le contexte où parfois, là encore, a été créée une sorte de polémique au sein d'Israël, comme s'il y avait 2 camps, le camp de la guerre qui veut vaincre le Hamas et le camp de libération des otages qui veut uniquement libérer les otages. Je ne crois pas qu'il y a 2 camps. Je pense que c'est le même camp et que les 2 buts se rejoignent et ne sont pas en contradiction. Et je crois que c'est important de le dire. Et on l'a vu aussi lors de la dernière libération d'otages. C'était au moment où Tzahal avait fini de vaincre le nord de la bande de Gaza et avait fini sa conquête du nord de la bande de Gaza. C'est à ce moment-là où le Hamas a été d'accord, entre guillemets, de mener une libération d'otages, à partir du moment où il a perdu le contrôle de la zone nord. Et je crois que pour avoir la nouvelle libération d'otages que nous souhaitons tous et que nous prions tous quotidiennement pour qu'elle ait lieu le plus vite possible, il va falloir finir le travail au sud, vaincre le Hamas aussi au sud, à Khan Younes, par la suite, j'imagine aussi à Rafah, et c'est comme cela, c'est par ce moyen-là, d'abord et avant tout, qu'il y aura des libérations d'otages. Et un autre moyen complémentaire qui est aussi important, ce sont les pressions diplomatiques internationales. Je suis de ceux qui pensent que les pressions internes
ne servent pas forcément à grand chose, puisque je crois que la société israélienne dans sa quasi-totalité est réunie autour de ce but de libération des otages, et je crois qu'ils sont tous dans toutes nos pensées quotidiennement. Mais par contre, à l'international, c'est loin d'être le cas, malheureusement. Oui, et alors, donc, je crois que les deux éléments principaux, ce sont des pressions internationales, diplomatiques internationales, et d'une part, évidemment, la pression militaire sur le terrain. C'est ça qui pourra nous faire libérer nos otages. Oui, c'est important ce que vous dites, parce que hier, pas plus tard qu'hier, on a eu le sentiment qu'il y avait en fait deux organisations de familles des otages. Il y a ceux qui continuent à manifester sur la place des otages à Tel Aviv, et qui même hier sont descendus sur le Ayalon dans une sorte de remake qui ressemble à ce qui s'est passé avant le 6 octobre, avant le 7 octobre. Et puis il y a eu une manifestation qui est inédite, auquel on n'avait pas assisté jusqu'à présent, à Kerem Shalom, là où passent les fameux camions d'aide humanitaire qui rentrent dans la bande de Gaza, et on a vu des familles d'otages qui ont bloqué physiquement les camions, et qui les ont empêchés d'entrer. On se demande finalement, c'est si simple et si logique, pourquoi finalement ne pas exercer plus de pression sur ce point-là, l'aide humanitaire. On sait que ça préoccupe beaucoup les Américains, on sait que ça préoccupe beaucoup le monde arabe. Pourquoi ne pas faire pression là-dessus pour essayer justement d'obtenir des concessions sur la voie d'un accord qui permettrait la libération des otages? Écoutez, les familles d'otages qui ont bloqué donc le passage de Kerem Shalom l'ont fait avec un slogan qui est tellement évident et qui devrait être entendu partout. Ils ont dit c'est de l'humanitaire contre de l'humanitaire, c'est-à-dire que faites de l'humanitaire envers nos otages et il y aura de l'humanitaire envers Gaza. Ce slogan, il est tellement évident que je ne comprends pas qu'il soit pas accepté et entendu dans le monde entier. Pourquoi les Gazaouis, le Hamas recevraient-ils des centaines de camions chaque jour pour de l'humanitaire, alors que nos otages ne reçoivent ni la visite de la Croix-Rouge, ni d'aide humanitaire, et ni ne sont libérés? Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi la vie des civils gazaouis valerait plus que la vie des otages israéliens à Gaza, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le monde entier se remue pour aider les civils de Gaza, avec encore une fois dans une guerre qui a été déclenchée par leur propre gouvernement, par le Hamas. Mais le monde entier est là, est prêt à demander des camions, et demande toujours de l'aide, toujours plus, avec de la farine maintenant et tout un tas de choses. Mais par contre, quand il s'agit des otages, tout d'un coup, nous entendons personne, ou presque personne, pas d'organisation humanitaire, pas d'ONU, pas d'ONG, comme si l'humanitaire, qui vient du mot humain, comme s'il y avait deux types d'humains, et comme si les juifs seraient peut-être des humains de seconde zone, puisque encore une fois, il y a plus de 130 juifs humains à Gaza, détenus par ces monstres du Hamas, et là, paradoxalement, il n'y a pas d'aide humanitaire envers eux. Donc je crois que ces familles d'otages qui ont manifesté, elles ont bien fait, encore une fois, puisque leur manifestation se porte vers l'international. Et je répète, je pense que il n'y a pas assez de pression internationale, il n'y a pas assez aussi de pression de nous-mêmes, je crois, vers l'international. Je pense qu'il devrait y avoir des manifestations devant les ambassades du Qatar, à Paris, à Londres, à Washington, puisque le Qatar, nous le savons, est derrière le Hamas, finance le Hamas, et il y a une sorte d'hypocrisie internationale autour de ce pays qui a des très gros financements, et qui s'est acheté probablement beaucoup de leaders et de politiciens dans un certain nombre de pays, et donc personne ne parle du double jeu du Qatar, qui d'une part se présente comme un pays qui mène des relations diplomatiques un peu avec tout le monde, et d'autre part finance le terrorisme, et pas seulement finance le terrorisme, sa chaîne de télévision Al Jazeera est un outil de propagande du Hamas, et quotidiennement il publie des mensonges sur Israël, il diffuse la haine et ce que ce groupe terroriste du Hamas veut que soit diffusé, et donc il y a une certaine hypocrisie. J'entends pas de condamnation ni du président Macron ni du président Biden contre le Qatar face à son double jeu, et je crois que derrière tout cela il y a surtout des intérêts économiques et pétroliers, et une grande hypocrisie internationale autour de cela. Alors, une dernière question, Yom Tov, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche doit se tenir au Palais de la Nation, au Binyan Haouma à Jérusalem, un rassemblement, une sorte de convention, de conférence de responsables politiques et idéologiques de la droite israélienne qui entendent réinstaller les localités juives des localités juives à l'intérieur de la bande de Gaza, peut-être même le Gush Katif. Je voudrais avoir votre appréciation
réaction sur ce mouvement. Est-ce que vous souteniez, vous, la réinstallation, peut-être même pour des raisons sécuritaires, de localités juives à l'intérieur de la bande de Gaza dans la conjoncture internationale dans laquelle on évolue ? Bah écoutez, le titre de ce grand rassemblement est que ce sont les implantations qui assurent la sécurité. Et il n'y a rien de plus vrai au niveau historique que cela. Et ce n'est pas quelque chose de droite de dire ça, c'est au contraire la gauche israélienne qui a fixé cette règle et qui s'est prouvée historiquement parlant. Là où il y a une présence juive massive, il y a de la sécurité. Vous savez, il y a un peu plus d'un siècle, il y avait une ville arabe qui s'appelle Yafo qui était dangereuse pour les juifs. Une implantation, une colonie qui s'appelle Tel Aviv a été construite juste à côté de Yafo. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une grande présence juive dans la région de Yafo, il n'est pas dangereux pour des juifs de se balader dans ce secteur. Et c'est toute l'histoire du sionisme. Là où il y a une présence juive, une implantation juive, il y a de la sécurité. Là où il y a eu démantèlement, il y a du terrorisme. Autour de Gaza, dans ce qu'on appelle le Hotef-Aza, avant 2005, il n'y avait pas d'intrusion de terrorisme, il n'y avait pas de 7 octobre, il n'y avait pas de missiles. Depuis que Israël s'est retiré de la bande de Gaza et a démantelé ses implantations juives, malheureusement, s'est développé sur Hamastan à Gaza et on a vu ce qui s'est passé malheureusement le 7 octobre. En Judée-Samarie, la région la plus dangereuse de Judée-Samarie est la région du nord de la Samarie, ce qu'on appelle le Tzfon HaShomron, qui est aussi la seule région où il y a eu un démantèlement d'implantation, aussi en 2005, dans toute la région de Homesh et de Jenin, où il n'y a plus de juifs dans cette région et c'est aussi aujourd'hui la région qui est la plus difficile pour Tsahal à gérer parce que quand il n'y a pas d'implantation juive, il y a du terrorisme, il y a l'Iran, il y a le Hamas et donc la seule garantie qu'on a de survivre sur cette terre, c'est notre présence. Et ça, ce que je vous décris là, c'est pas une idéologie de la droite israélienne. Non. Ce sont les grands généraux depuis Rabin ou Yigal Allon, les grands généraux de la gauche israélienne qui l'ont fixé. Et c'est pour ça que les premières implantations en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza ont été faites par des gouvernements de gauche. Et par rapport à ce congrès, je félicite évidemment mes amis Yossi Dagan et Daniela Weiss qui le mènent et qui l'organisent. Mais toujours, ça me désole que ce seront uniquement des organisations de droite et de la droite sioniste religieuse, la droite idéologique qui seront présents et pas des gens laïcs ou des gens, j'ai envie de dire, du centre. Et je crois que c'est là le défi. Je crois que sur ce sujet des implantations juives partout et à Gaza aussi, ça ne peut arriver que si nous arrivons à créer une base large dans la société israélienne et que des gens du centre et même de la gauche nous rejoignent. Et ça, c'est notre défi à nous de savoir créer des ponts entre les différents secteurs de la population pour que ceci devienne non pas une cause d'un parti politique ou d'un secteur de la population, mais une cause nationale. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces divers sujets d'actualité, de l'actualité brûlante en Israël aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne fête de Tou Bishvat, en espérant effectivement que cette fête marque un renouveau dans l'histoire de l'État d'Israël et que nous projette vers de bonnes informations, on va dire, et de bons développements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne fête, Tou Bishvat Sameach, et à bientôt. Merci Daniel, à vous aussi, avec des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Amen.